Bonsoir à tous. Ok, ce soir on va parler d'IA. D'IA générative bien sûr, parce que les gens confondent un peu quand on parle d'IA, ils pensent que voilà c'est tout le domaine du machine learning, du deep learning et autres. Mais nous on va plus se concentrer sur l'IA générative et on va parler de Spring, de Java et puis l'ensemble des concepts autour de l'IA générative. Ok, donc avant d'avancer, je vais me présenter. Moi je suis Riken Bazolo. Je suis Jug Leader du Congo Jug. C'est l'un des jugs qui repose sur le parapluie de African Jug. Et je suis référent technique chez Siam. Ok, Siam. Et je contribue beaucoup. Je contribue beaucoup au projet open source. Et puis j'aime bien partager tout ce que je sais sur Internet. D'où j'ai un petit blog ici qui s'appelle Autour du code, où je publie mes vidéos et puis des articles tech. Et je suis contributeur Spring AI depuis ses débuts, depuis la version 0.1.0, je pense, tout ça. Je suis contributeur Spring AI. Donc, c'est l'objet de la conférence de ce soir. Voilà, oups, j'avais oublié d'enlever toutes ces animations. Donc, on va parler d'intégration des capacités des LLM dans les applications Java. Avant de rentrer dans le vif du sujet, retenez une chose que tout ce qui se fait aujourd'hui ne vient pas logiquement du domaine de l'IA générative. Parce que si on essaie de répertorier tout ce que l'IA générative, les LLM nous offrent, c'est sa capacité de génération, sa capacité de pouvoir détecter l'intention dans du texte, et puis sa capacité de pouvoir demander au code métier d'appeler des fonctions et ce qu'on appelle par des outils. Et le reste, aujourd'hui on parle tout ce qui est agentique, tout ce qui est RAG et tout ça, c'est de l'ingénierie logicielle. Et ça, c'est porté par les frameworks. Donc, pour commencer, c'est très simple. Avant l'arrivée des frameworks, interagir avec un LLM, c'était aussi simple que ça. On a un client HTTP, on a notre application, on configure notre client HTTP, on prend l'URL vers OpenAI ou Anthropic pour Claude, et on se met à envoyer des requêtes et on reçoit des réponses de la part du provider. Le seul problème avec tout ça, c'est que on devait gérer nous-mêmes toutes les contraintes liées aux requêtes HTTP. Le temps de réponse, les authentifications, persister la session, ne pas s'authentifier plusieurs fois au niveau du provider et toute la latence qui suit. Il y avait aussi les coûts et la latence. Donc voilà, c'est ce que je venais de dire un peu, les retards des requêtes, gérer les time-out et autres. Un autre problème très très grave, au moins les deux premiers, on peut gérer, hein, nous sommes des techniciens, mais ici, le manque de support des scénarios avancés. Parce que communiquer avec les LLM, c'est faire beaucoup de choses. Plein d'allers-retours, construire des contrats de données. Voilà, chaque LLM, chaque provider LLM, jusqu'aujourd'hui, il y a certains qui se mettent d'accord, ils fournissent le même contrat, et il y a d'autres, ils ont leur propre contrat. Donc c'est assez fastidieux à gérer tout ça. La bonne nouvelle est que dans l'écosystème, on n'est pas resté là les bras croisés. On a mis en place des frameworks, des librairies, pour pouvoir fournir une couche d'abstraction pour nous faciliter non seulement l'interaction avec les LLM, mais nous fournir assez d'outils pour pouvoir apporter ce domaine d'intelligence artificielle dans nos applications. Donc, dans l'écosystème Java, nous avons Spring AI, qui fait l'objet de notre conférence ce soir, et puis nous avons aussi LangChain4j. Alors, on va parler de Spring AI.
Spring AI, en fait, moi je l'appelle jusqu'aujourd'hui, je pense, c'est le nouveau bébé de l'écosystème Spring en termes de modules. Un peu comme pour ceux qui connaissent un peu l'écosystème Spring, on a les Spring Security, Spring Data, toute la panoplie des modules. Et Spring AI, c'est le nouveau venu. Comme Spring Data, destiné, nous facilite la gestion et la communication avec les bases de données. Spring Security pour gérer la sécurité. Cette fois-ci, Spring Data va nous permettre de pouvoir intégrer les capacités des LLM dans nos applications Java. Donc, il est destiné à l'ingénierie, l'intelligence artificielle. Alors, Spring AI ne se limite pas à faire de l'interaction avec les providers, donc ceux qui fournissent les LLM. Il fournit tout un écosystème en couvrant les concepts d'IA. En partant par un chat client, donc une API assez fluide, qu'ils appellent Fluent API, comme ils ont l'habitude de le faire. Hein, ceux qui ont utilisé le JDBC template, tous les API de Spring, vous voyez que c'est bien conçu et puis ils utilisent beaucoup le pattern builder qui permet de composer vos API, la création de vos objets. Comme Spring AI fait partie de la famille, il hérite de il hérite du modèle de programmation de Spring. Donc Spring, vous savez que Spring a un modèle de programmation assez concentré avec tout ce qui est, là je parle de Spring Boot, avec tout ce qui est autoconfiguration, les bins, la découverte et tout ça. Donc Spring AI bénéficie de tout ça. Donc c'est conçu de telle sorte que l'API de chat client soit portable. On va voir ça tout à l'heure. Il fournit aussi ce qu'on appelle par un framework d'extraction, de traitement et de chargement de données, les ETL pour l'ingestion des documents. Ça nous facilite ici de pouvoir mettre en place les patterns RAG qu'on va voir tout à l'heure. Et il fournit aussi les modèles d'évaluation d'IA. Je suis très content aujourd'hui parce que j'ai vu ici là que Spring AI est beaucoup porté. Il est 3e, 4e utilisé. Et je suis très content parce que ma contribution est beaucoup utilisée aussi. Parce que le modèle d'évaluation d'IA de Mistral, je l'ai fourni. Et le support complet de Mistral aussi, je l'ai fourni. Et là, je pense que je fournis aussi le support complet de Cohere, qui facilite un peu la conception, qui fournit des modèles assez puissants pour pouvoir faire le RAG et toute autre application. Spring AI fournit aussi des outils pour faciliter l'implémentation d'appels des fonctions, ce qu'on appelle par des tools, très bien fournis, et aussi des interfaces et des implémentations par défaut pour pouvoir gérer la mémoire au niveau des applications. Et bien sûr, l'héritage est là, tout est autoconfiguré. Simple dépendance, Spring s'occupe de créer vos bins à votre place et tout est fait. Il supporte aussi pratiquement la majorité des bases de données vectorielles et il vous offre des API assez stables et portables pour pouvoir utiliser toutes ces API. Et il y a aussi l'observabilité qui est fournie par Spring AI. Bon, il ne fournit pas, il hérite un peu de l'OTL qui est là et il fait juste une intégration. Et il y a ceci, les API Advisor, qui est un concept que moi je trouve super dans Spring AI, comme il sait le faire avec les filtres, avec Spring Security et autres. C'est que ici, les advisors vont nous permettre de concevoir des modules et de faire tout ce qu'on veut avec des applications d'IA. Déjà, le fait d'intercepter une requête avant que ça arrive au niveau du provider et de faire tout ce qu'on veut, et d'intercepter la réponse et de faire tout ce qu'on veut avant de l'afficher au niveau de l'utilisateur, ça ouvre l'esprit à plein de cas d'utilisation. Et ensuite, on a des sorties structurées. Donc, les LLM produisent du texte, donc c'est du string. Comme Java est fortement typé,
Spring AI fournit un support pour pouvoir transformer directement les sorties texte de nos LLM en Pojo. Ok. Bien sûr, il y a des LLM aujourd'hui qui supportent ça nativement. Quand je dis nativement, ils vous fournissent un JSON et après derrière, vous pouvez utiliser Jackson pour pouvoir parser le JSON en votre Pojo. Donc voilà, comme je l'ai dit au début, l'objectif ici, ce n'est pas de construire toute une application pour pouvoir montrer les concepts. C'est qu'on va voir chaque concept. On va essayer d'aller un peu plus en profondeur avec des exemples très simples. Donc, on aura une simple application, Spring Boot. On va utiliser Spring AI. Parmi les démos, on va travailler avec la base de données à Postgres. Et puis, on va utiliser OpenAI comme provider pour les modèles GPT. Et on va utiliser un moteur d'inférence en local qui est Ollama. Alors, on va le faire tourner en local. Je pense que j'ai Internet, donc on pourra utiliser OpenAI avec les modèles GPT. Et après, si on a encore un peu le temps, on pourra voir toute la partie, la plateforme d'observabilité avec les dashboards Grafana et puis remonter les traces et les métriques avec OpenTelemetry. Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet. Parmi les concepts, on va commencer par l'API Chat Client. En fait, Spring AI nous fournit cette API pour nous faciliter l'interaction avec les LLM. L'interaction peut être simple, on envoie juste du texte et on revoit en retour, on a une réponse. Ou l'interaction peut être multimodale, on peut envoyer du texte, de l'image, du son au même moment et en retour, on a une réponse. Ok, un instant. Ouais, je vais m'asseoir un tout petit peu. Échappe. Ok. C'est bon, c'est visible mon écran? Je vais plutôt l'arranger là. Non. Un instant. Ok, ça me permet d'avoir l'écran en face de moi pour ne pas tout le temps me retourner, regarder mon idée derrière. Ok, donc là, on va voir comment fonctionne le chat client avec Spring AI. Déjà, pour commencer, on va examiner le POM. Voilà, on a une dépendance Spring AI Starter, donc vous connaissez les starters. Spring AI, Spring derrière va gérer toutes les dépendances pour faire fonctionner l'implémentation de Ollama pour nous. Donc le reste, c'est pas notre affaire. Donc retenez juste que pour chaque fournisseur, bon ça c'est Ollama, mais pour chaque fournisseur, pour chaque provider de modèle LLM, Spring AI a uniformisé le nommage de ces modules. Donc, on aura juste Spring AI Starter Modèle, après suivi du nom du provider. Pour OpenAI, on aura OpenAI, Mistral, Mistral, Anthropic, Anthropic et ainsi de suite. Donc ici pour notre démo du single chat pour simuler l'interaction, on va utiliser Ollama. Je vais juste démarrer. Bon,
il est juste démarré. Vous voyez, j'ai Ollama démarré en local. Et voilà, c'est tout. Et là, en termes de propriété, vu que j'utilise Ollama, euh, bien sûr que je bénéficie de l'autoconfiguration de Spring AI, mais Ollama, moteur d'inférence, du coup, je dois lui fournir un LLM. Donc, par défaut, Spring ne peut pas configurer pour vous le nom d'un LLM par défaut, comme pour les autres providers, où il peut dire par défaut c'est du GPT 4o ou par défaut c'est du Claude Sonnet 4 et autres. Donc, pour le Ollama, avant de se lancer, on doit lui dire quel est le modèle qui est installé en local. Donc, le modèle que j'installe au local, c'est le Queen 3 0.6b. Il me fait 2 Go ou 1 Go, je pense. Je pense que c'est un SLM. C'est pas un LLM, il est très petit. Donc, c'est ce que j'utilise. Donc, voilà, la configuration est simple dans le package Spring AI Ollama Chat Model. Je mets le chat model. Et là, comment ça fonctionne? Ici, j'ai utilisé un simple commande runner. Je vais l'exécuter d'abord. On va voir la sortie et puis après, on pourra discuter. Ça, c'est un petit bug que j'ai avec. Voilà. Donc là, je viens d'interagir avec le LLM. Et là, j'ai ma réponse qui est retournée. Je l'ai demandé de m'expliquer brièvement c'est quoi un LLM. Et il m'a retourné une réponse assez simple. Donc, nous, on va plus se concentrer sur les implémentations techniques que sur la génération des LLM. Parce que ici, on sait tous ce que les LLM sont capables de faire. On sait qu'ils sont capables de générer du texte. OK? Donc, on va plus se focaliser sur les implémentations techniques. Alors, le chat client ici, bon, je vais enlever toutes ces affaires de var là. Voilà, là c'est plus clair. OK? Donc, Spring AI nous fournit une interface chat client. OK? Vous comprenez que quand on a une interface, on peut avoir plusieurs implémentations. OK? Donc, par défaut, lorsque Spring détecte la dépendance Spring Starter Model Ollama, l'autoconfiguration vous rend disponible automatiquement l'implémentation de Ollama pour le chat client, pour faciliter l'interaction avec le modèle. Et là, j'utilise, donc j'injecte un chat client builder. C'est pas pour faire beau, c'est juste que on a trouvé beau de pouvoir utiliser un builder pour pouvoir composer facilement un chat client en lui ajoutant des comportements par défaut au lieu de le créer directement et puis après derrière se casser la tête à ajouter des informations. On va voir ça tout au long de notre démo. Pourquoi, quelles sont les différentes manières de créer un chat client. Donc là, on obtient notre chat client via notre chat client builder. On le build, on a notre chat client. Et là, pattern builder, chat client prompt, on lui donne un prompt, c'est du texte. On appelle la méthode call pour faire la requête vers le provider, vers le LLM. Et on récupère le content en termes de texte. Ici, c'est du texte classique, mais on peut aussi récupérer carrément le résultat. Attends, voilà. Chat response. Pourquoi? Parce que le chat response nous retourne non seulement le contenu du LLM, mais un ensemble des métadonnées que le LLM nous retourne. Et dans ces métadonnées, on a aussi la consommation des tokens, euh, tout ce qui est rate limit, le temps que la requête a mis pour pouvoir faire son aller-retour et tout ça. Donc, avec le chat response, on a l'avantage d'avoir
un token usage, bon, bah, c'est ça l'IA. Il me génère des trucs alors que je lui ai rien demandé. Donc, je récupère les métadatas. OK. Et là, je peux avoir, voilà, là il a compris, par contre ici, il s'est trompé. J'ai récupéré le prompt token, le total, et puis il va manquer le completion. Et vous voyez ici, pourquoi au début je vous ai dit qu'il fournit des API qui sont portables. Et je vous ai fait comprendre que chaque LLM, chaque fournisseur des LLM a un contrat qu'il renvoie au client. Donc souvent, la plupart respectent le contrat d'OpenAI, mais les autres, ils ont leur approche en termes de, des nœuds au niveau de la structure JSON et tout ça, c'est toujours pas pareil. Et Spring AI, pour pallier à ça, il fournit un peu des native usage. Vous voyez que c'est carrément un objet. Et puis derrière, si c'est par exemple, j'ai vu avec Cohere, c'est le format JSON et autres. Et moi, dans mon implémentation, je fournis un objet assez classique. Et puis dans la doc, je dis, voilà, si vous voulez récupérer le completion token, il faut utiliser telle information pour le prendre. Donc, il est assez simple à utiliser. Donc là, comme c'est du Ollama qui tourne en local, je ne crame pas trop de tokens. Je peux le relancer tout le temps. Voilà. Donc, pour ma question, c'est très simple. Il me dit que j'ai utilisé 418 tokens, donc dont 28 pour le prompt, donc le token du prompt system, et 390 pour la génération. Donc voilà un peu de manière simple comment est-ce que Spring AI nous facilite l'interaction avec les LLM et puis le contrôle derrière de ce qu'on consomme. Voilà, après, on va parler de la mémoire. On va parler de la mémoire. Vous savez tous que lorsque ici, c'est pas, vous savez que les LLM sont tous stateless, donc ils n'ont pas de mémoire. Je ne pense pas qu'un jour ils pourront mettre la mémoire au niveau des LLM. Ça veut dire ils doivent gérer les sessions de chaque utilisateur, vos conversations et tout ça. C'est énorme. Donc la mémoire, c'est à l'application, donc au développeur de pouvoir mettre en place des mécanismes pour pouvoir persister cette mémoire et trouver aussi des approches pour pouvoir rappeler au LLM ce qui s'est passé avant, afin de maintenir un contexte conversationnel. C'est très simple. Au lieu d'envoyer une question simple au niveau de notre application prend toute la charge pour la gestion de la mémoire. Il récupère la question, il lit la mémoire, OK, il envoie la requête au niveau du LLM. Le LLM se rappelle de ce qui s'est passé précédemment. Au retour du LLM, l'application écrit la réponse en mémoire et il envoie la réponse au niveau, la réponse générée au niveau de l'utilisateur. Avant de rentrer dans le code, j'aimerais bien parler des advisors ici. Parce qu'au début, je vous ai parlé des advisors, les API advisors fournis par Spring AI, qui donnent la possibilité de pouvoir intercepter des requêtes post-pré-génération. Et là, vous comprenez automatiquement qu'avec des advisors, on est capable de faire tout ça. C'est-à-dire, cette requête, avant d'aller au niveau du LLM, on capture, on fait une requête en base de données, on récupère notre structure de la mémoire, peu importe comment est-ce qu'on l'a structurée, on augmente la question avec la mémoire, ou le prompt avec la mémoire, on envoie, au retour on fait la même chose, on capture la réponse, on récupère le contenu généré,
on écrit dans une base de données et on fait passer. Donc, on va voir ça avec du code. Comment ça fonctionne? Ok. La configuration n'a pas changé. Les dépendances n'ont pas changé. Par contre, ici, je ne veux pas utiliser une CLI dans la console. Je vais utiliser une API. Donc, du coup, j'ajoute cette dépendance-là, Spring Boot Starter Web MVC. Ouais, Spring Boot 4. C'est beau. Donc, voilà. Et on a notre Olama. Donc, ici, on a notre démo contrôleur. Vous voyez qu'il est assez brut. Voilà, on va le démarrer. Non, c'est pas lui qu'on a démarré. On a démarré autre chose. Ok, notre application vient de démarrer. Ok, on va voir si elle fonctionne. Euh, un instant, c'est quoi le endpoint? C'est chat, c'est un get. Ok. Logiquement, le get, c'est le truc par défaut. Bon, ok, c'est pas grave. Un instant. Euh, j'ai la requête ici. Elle est où? La requête. Oh, apparemment, rien n'a changé. Voilà. 80-80, HTTP, chat. Ok. Ouais, on était qu'au début là, les effets démo. Voilà. Donc voilà, je viens de faire une requête très simple. Je l'ai dit comment je m'appelle. Il dit je ne suis pas un humain, mais je suis un assistant de votre demande. Si vous avez bien besoin d'aide pour quelque chose, n'hésitez pas. Je dis bon, je suis Franck. Non. Donc je vais lui dire comment je m'appelle. Bonjour Franck. Quel est votre prénom? Ok, merci. Bon après. Comme je vous ai dit au début, on ne va pas vraiment se focaliser sur la génération parce que ici j'utilise vraiment du Queen 3 0.6b. Il est très petit. Ok. Au fur et à mesure qu'on va avancer dans la démo, on va utiliser des modèles un peu plus costauds pour des cas d'utilisation un peu plus réels. Ok. Donc on ne va pas se cramer des tokens juste pour un yellow et autres. Donc je vais juste faire ça et puis je vais le rappeler comment je m'appelle. C'est juste pour voir le concept. C'est qu'il a carrément oublié que je m'appelais Franck. OK. Donc, il a un problème de mémoire. Donc, on va voir vite fait comment ajouter de la mémoire avec Spring AI. C'est très simple. Spring AI supporte la majorité des bases de données pour pouvoir gérer la mémoire. Donc, Postgres, les bases de données NoSQL que les bases de données SQL. Donc, pour commencer, on va ajouter une dépendance ici. Non, on ne va pas utiliser Postgres, on va utiliser le in-memory. Voilà. Pour faire simple. Donc, il nous fournit une interface
chat memory. Et cette interface, logiquement, Spring AI nous fournit des implémentations par défaut pour pouvoir se connecter avec des bases de données SQL, Postgres, H2 et tout ça. Donc, c'est le JDBC Chat Memory. C'est une implémentation de Chat Memory. Il y a des implémentations pour Cassandra, pour Neo4j, des implémentations par défaut et autres. OK? Mais ça ne vous empêche pas de fournir votre propre implémentation pour pouvoir gérer votre mémoire. Donc, ici, je vais utiliser un message Windows Chat Memory. Pourquoi? Spring AI, toujours pour faciliter l'intégration des capacités des LLM dans nos applications Java, nous fournit cette implémentation-là pour qu'on ait le contrôle de la taille de la fenêtre de notre mémoire. Donc on peut dire à chaque requête, tu te limites à 20 messages. Donc 20 messages, on multiplie par 2, ça va faire 40. Ce sont des allers-retours. Donc on a la question d'utilisateur et la réponse du LLM. Donc, il se limite à 20. Et avec ce message Windows Chat Memory, on a la possibilité de gérer cette taille-là. Donc je vais juste utiliser un builder. Voilà, je vais juste le construire. Je n'ai pas beaucoup de messages à gérer. Et comme vous pouvez le voir, il me donne cette possibilité ici de pouvoir renseigner le max des messages. Donc, à ne pas confondre entre l'historique que je gère la capacité des messages et la fenêtre de cet historique-là. Une fois qu'on a notre chat memory, en termes de message Windows Chat Memory, on va utiliser un advisor qui est fourni par Spring AI. Cet advisor qui va intercepter les requêtes pour pouvoir gérer la gestion, l'écriture et la lecture de la mémoire. Donc par défaut, on va utiliser le message chat memory advisor. Et là, on va lui fournir un chat memory. Il est portable. Donc si notre chat memory, c'était un JDBC chat memory, il va le supporter. Si c'était une implémentation de Neo4j, il va le supporter. Donc ici, avec ce code-là, si demain, je reviens, je dis, bon, voilà, je vais passer en... Voilà, je vais lancer mon démonstrateur, je quitte le mode dev, j'utilisais le in-memory, je vais utiliser le JDBC memory. C'est pas grave, mon code ne bouge pas. Je vais juste build mon chat memory et puis voilà, le tour est joué. Et en faisant ça, en ajoutant juste cette ligne-là, on vient de doter à notre application une mémoire. Donc, on va clear tout ça. Et comment je m'appelle? OK. Et là, je lui dis, je suis Franck. Et là, je vais lui dire comment je m'appelle. Il va se rappeler. Bonjour Franck. Et puis, je peux lui dire, résume. Conversation. Parfois, il comprend, parfois, il ne comprend pas. La conversation commence par le demandeur d'apprendre à m'appeler, puis il appelle Franck et tout ça. Donc, vous voyez qu'il y a une mémoire qui est gérée. Donc, le in-memory, c'est voilà, c'est une concurrence HMAP qui est là et qui prend un ID, donc une clé par défaut. Donc là, comme je n'ai pas fourni d'ID de la conversation, il va générer l'ID par défaut, vu que je suis sur la même session, c'est la même ID qu'il utilise. Mais il y a pas mal de paramètres ici qu'on peut gérer pour pouvoir mieux gérer cette mémoire.
pour pouvoir mieux gérer cette mémoire, il y a beaucoup de paramètres, ok, au niveau de, de l'advisor. Voilà. Il y a plein de paramètres au niveau de l'advisor qu'on peut gérer. Par exemple, on peut lui dire, c'est le chat. Voilà. On lui donne conversation ID. Vous voyez que c'est chat memory conversation. On lui dit, bon, voilà l'ID de la conversation. Comme ça va aider à notre advisor de pouvoir requêter la base de données avec l'ID, récupérer la conversation stockée en BD pour pouvoir augmenter la question ou voilà, augmenter le prompt avec la mémoire. Oui, question-réponse, voilà. Donc on doit garder. Après dans la vraie vie, quand je parle de la vraie vie, on est dans une application parce que j'expérimente beaucoup ces Infused App, hein, les applications boostées à l'IA. On peut se retrouver dans un contexte où euh, on a besoin de stocker un peu plus d'informations que simplement la question que je viens de poser et le message et la réponse générée. Je peux stocker des métadatas, euh, par exemple l'heure à laquelle ça a été effectué, pas mal de choses. Donc, le modèle de données dépend du contexte de l'utilisation. Et puis après, derrière, on va voir au fur et à mesure qu'on avance que l'élément le plus cher aujourd'hui, c'est le token. Donc, au fur et à mesure que vous stockez de la mémoire, sachez que lorsque vous allez récupérer cette mémoire, il faut penser au token usage. Plus de tokens, c'est plus d'argent. OK? Donc, voilà un peu pour la mémoire. Ça va, il n'y a pas trop d'informations. Il y a des questions déjà jusqu'à là? Sur l'interaction, la gestion de la mémoire, l'implémentation, le concept. Oui. La question, c'est est-ce qu'on peut récupérer le nombre de tokens consommés? Voilà. Effectivement, oui. Et ça peut se faire soit depuis un advisor ou tout simplement après la génération. Au lieu de récupérer le contexte directement, on récupère le chat response et on envoie à une méthode asynchrone pour ne pas bloquer euh, l'application. Et dans cette méthode asynchrone, on récupère les informations utiles et puis on sauvegarde dans une base de données. Bien sûr, on n'envoie pas juste ça, on envoie aussi des informations utiles pour lier cette consommation à la requête qui a été effectuée. OK? Voilà. Donc, après la mémoire, on a vu l'interaction, on a vu la mémoire, et là, on va voir notre fameux pattern du RAG, qui est le Retrieval Augmentation Generation. En fait, euh, le RAG, le RAG pour moi, c'est pas une capacité que le LLM nous fournit en fait. Le RAG, c'est un pattern au niveau de l'ingénierie logicielle qu'on a proposé pour pouvoir augmenter un peu, pas un peu, mais augmenter l'intelligence des LLM, la connaissance des LLM. Donc vous comprenez par là que ce n'est pas une capacité fournie par le LLM.
Donc, ce qui veut dire, en maîtrisant tous ces aspects-là, on peut fournir encore plus de patterns pour profiter au mieux des capacités des LLM, qui est la génération. OK? Donc, un RAG, comment ça fonctionne? On a un data pipeline qui va nous permettre de pouvoir préparer la donnée. OK? Donc, on a un corpus de données. Ici, ça peut être des PDF, des liens vers des articles, voilà, des fichiers Word et tout ça. Le premier travail à faire, avant même de pouvoir les découper, c'est de pré-traiter ces documents. On va voir tout à l'heure, lors de la démo, on va essayer de simuler quelques bugs, et puis je vais vous expliquer quelques concepts liés aux vecteurs numériques. Donc, cette première étape de pré-traitement, de l'extraction des contenus texte de notre corpus de données, est effectuée. Une fois que c'est effectué, on passe au traitement de la donnée et on le découpe en chunks. C'est l'étape du chunking. Alors, c'est quoi le chunking? En fait, le chunking, ça nous permet de pouvoir fragmenter un texte en petites parties. OK? Et ce concept est utilisé pour pouvoir faciliter la récupération des données. Donc, une fois qu'on a nos chunks, effectivement, on utilise un modèle spécialisé. Ce sont les modèles d'embedding qui aura pour mission d'encoder ces chunks-là en une représentation vectorielle, numérique, une suite de nombres. Donc, cette suite de nombres sera liée à un chunk. Et les deux vont être sauvegardés dans une base de données vectorielle. Une fois stockés dans une base de données vectorielle, ça permet de faire une recherche sémantique. Bien sûr, à partir d'une question ou d'une instruction qui va venir, elle-même aussi qui doit être embeddée, donc encodée. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que les bases de données vectorielles ont la capacité de définir la taille d'un embedding. C'est un peu comme, voilà, on peut définir la taille du varchar, on dit 50, 25 et tout ça. Et les bases de données vectorielles ont la possibilité vous avez la possibilité de définir cette taille de votre embedding en termes de nombre, en termes de dimension, donc le nombre, voilà, du contenu de votre embedding. OK? Maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est que le modèle de données, le LLM plutôt, autant pour moi, le LLM qui va vous servir, qui sert d'embedding, a été développé et supporte une dimension définie. Donc, le calcul est simple. Si le modèle vous dit que voilà, moi, je supporte 786 en termes de dimension, ce qui veut dire votre table au niveau de votre base de données vectorielle, donc la colonne embedding, doit avoir la même taille que le modèle. Parce que si le modèle encode sur 786 nombres, l'espace vectoriel, et que dans votre base de données, vous dites, voilà, je dois recevoir 15 096, ça ne passera pas. Et idem, le modèle qui doit encoder l'instruction doit être la même que le modèle qui encode les chunks. Donc, une fois que cette partie est effectuée, on a toute la partie récupération. Donc, on fait une recherche sémantique avec quelques paramètres qu'on va voir tout à l'heure. Et puis, on va voir comment les définir pour pouvoir récupérer un bon nombre de chunks
qui va nous servir de contexte, qu'on va augmenter à la question. Le contexte ici est différent de la mémoire, de l'historique de la conversation. On va aussi voir comment éviter du bruit, parce on aura d'un côté la conversation, de l'autre le contexte qu'on a récupéré de notre base de données. Et tout ça, on en voit au niveau du modèle. Et les modèles aujourd'hui sont tellement intelligents, ok, il pourra se baser, s'appuyer sur cette connaissance pour pouvoir répondre à la question. Et on a la génération. Donc ça, c'est le principe du RAG. On va voir une démo avant de passer à... Voilà. Voilà, on va faire du naïve RAG. Donc, au niveau de notre pomme, rien n'a changé. On a notre dépendance web, on va toujours utiliser du Olama. Et cette fois-ci, on a ajouté une dépendance qui est le PJ Vector. Donc, l'extension de Postgres qui supporte les bases de données vectorielles. Et comme tout est bien modélisé en termes de nommage, un peu comme pour les modèles de données, les vecteurs store aussi suivent le même pattern. Spring AI Starter, Vector Store, après vient le provider. PG Vector, Chroma, Quadrant, voilà, tous ces providers-là, ils sont pratiquement supportés par Spring AI. Et on a une petite config ici. On lui dit, voilà, on a notre base de données qui tourne dans ce port, voilà, 5438, user password. Et ici, vu qu'on utilise Olama, il n'y a pas de modèle par défaut configuré. Si on était sur OpenAI, par défaut, comme on va aller voir un provider, il va nous configurer un modèle de chat et il va nous configurer un modèle d'embedding. Je pense que pour OpenAI, par défaut, il prend le texte embedding large 3, je sais pas, V3. Mais donc là, j'ai pris MXBay embedding large qui est en local chez moi. Et là, j'utilise Mistral comme modèle pour la complétion, pour le chat. Voilà, donc autant pour moi, un instant, il fallait que je vous montre d'abord toute la partie data pipeline, comment c'est fait avant de passer par là. OK, voilà. Donc ici, j'ai pas trouvé mieux. Hein. Petit corpus de données, recette de cuisine européenne, Europe, Afrique. Voilà, c'est très simple. OK. J'ai le data ingestion application. Voilà, on a toutes les étapes. Bon, ça c'est juste intermédiaire pour supprimer la base de données au fur et à mesure et autres. Donc la première étape, on a l'extraction. Donc là, voilà, j'utilise, c'est du Spring. J'ai un file en termes de ressources, c'est du texte. Et j'ai le text reader qui est fourni par Spring AI. Vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez en termes de librairie pour extraire du contenu. Je pense que PDF Box aussi fournit, Apache Tika fournit pas mal de lib pour extraire du contenu. Et moi, pour faire simple, j'ai pris le text reader. Vous avez le JSON reader qui est fourni par défaut. Et vous avez aussi le PDF document reader qui est aussi fourni par défaut par Spring AI. Donc ça, c'est la première étape, l'extraction. C'est très simple.
Deuxième étape, je fais un split de texte en token. Donc je découpe ce texte en token. Et là, c'est la magie. Je ne définis rien. Je laisse les configurations par défaut. Et après, je fais le load. Je sauvegarde les chunks de la base de données. Donc derrière, Spring AI utilise Spring Batch, comme c'est son écosystème, pour faire tout le travail. C'est ça l'avantage d'avoir un écosystème costaud. On peut réutiliser tout ce qu'on veut. Donc ici, un peu comme pour le chat client, Spring AI fournit une interface Vector Store. Là, je n'ai pas eu besoin de lui donner une implémentation spécifique parce que l'autoconfiguration a détecté automatiquement du Olama et il m'a mis à disposition le bin qu'il faut pour pouvoir ajouter mes chunks et à détecter automatiquement le PJ, vector et m'a fourni l'implémentation pour pouvoir communiquer directement avec ma base de données via JDBC template. On réutilise, on n'invente rien. Et là, vous allez voir que j'ai ma base de données vectorielle ici. Ouais, pas connectée. Autant pour moi, je vais démarrer Docker. Autant, il est où? Lab. Ok, je vais démarrer ça. Ok. Voilà. Ok, bon, j'avais fait une première phase, mais c'est pas grave. Je vais exécuter. Voilà, là, ce qui est bien. Waouh, j'ai une exception. Waouh, j'ai une exception. En fait, c'est ce que je devais vous montrer, en fait. Là, il me dit 400, erreur. Il me dit, l'entrée que je donne dépasse la taille du contexte. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Je viens vérifier ici au niveau de ma table. Modifie. Voilà. J'ai du 10-24. C'est supporté. Et le modèle d'embedding que j'ai utilisé supporte du 10-24 en termes de dimension. Tout est OK. Mais là, il ne me parle pas de dimension. Le problème ici, ce n'est pas la dimension. Le problème ici, c'est la taille. Donc, c'est les chunks. Je viens de découper les chunks énormes et l'embedding ne peut pas embedder ces chunks-là en vecteur avec la dimension de 10, 24 qu'on vient de voir. Donc là, vous comprenez que le travail de l'embedding, le travail du chunking est très pertinent pour la suite du RAG. C'est un travail à faire. Mieux gérer le découpage, mieux calculer les tokens, donc voilà, mieux évaluer le nombre de chunks, le découpage des chunks par rapport au nombre de tokens. OK? Donc là, ce que je vais faire, je vais dire à mon texte splitter, à mon token text splitter, c'est à cause de ça que j'avais fourni un builder dedans. Voilà. Donc, je fournis un builder. Voilà, je vais build pour l'instant. OK, c'est pas grave. Bon, attends, je vais apply directement le document. Voilà. Je vais lui dire, voilà. Je vais lui définir la taille des chunks par rapport à la taille des tokens. Donc, je vais lui dire, tu vas prendre 300 tokens
par chunk. Donc, avec 300 tokens, on peut avoir entre, je sais pas, 200, 400 mots. Après, ça va dépendre du tokeniseur utilisé. OK? Après, je lui dis, pour éviter le bruit, de ne pas embêter les tokens, voilà, euh, 20 tokens. Si tu prends 20 tokens, parfois c'est un saut de ligne ou 5 tokens par exemple, c'est voilà, espace blanc avec un tiret. Ça dépend, donc ça va faire du bruit. Donc c'est juste pour vous faire comprendre que cette étape de, de chunking est très importante. Là, je vais lui dire, je vais dire 50, non, je vais dire 20. Donc au moins, si je dis 20, s'il croise bonjour, ça peut passer. Ça peut passer. OK, mais s'il croise non et que c'est que le non qui reste, bah, c'est pas la peine de le récupérer. Donc c'est ce il faut voir. Et puis ici, ça va dépendre aussi, parce que ce sont des expérimentations que j'ai eu à effectuer, entre le type de corpus que vous avez. Vous n'allez pas traiter de la même manière un document technique, par exemple, qui parle des specs et tout ça, et un document juridique qui a pas mal de sections, d'articles et autres. Donc le découpage doit être fait de manière intelligente. Par exemple, pour les fichiers, pour les documents juridiques, un pré-traitement, extraire les données, ajouter les patterns pour les classer en articles et tout ça, et puis après essayer de prendre un max size token au moins à 500. Là au moins on sait qu'on couvre euh, un paragraphe qui correspond à l'article, et puis un overlay pour moins de 50 pour ne pas casser le contexte. OK? Donc là, je vais relancer mon application. Bon, après, je viens de lui donner un peu. Voilà. Ah, là, il passe. Il me dit, OK, les chunks que tu as définis, c'est bon. La taille du chunk, je peux l'embêter. Ça rentre. Et ça, c'est de l'argent parce que au fur et à mesure, on augmente en termes de dimension. Certes, on gagne en efficacité au niveau de, voilà, de la recherche sémantique et tout ça parce on a plus de nombres au niveau de notre vecteur, mais ça coûte plus cher en termes de calcul. Ça prend encore plus de temps en termes de calcul lors de, de la recherche et autres. Donc, quand c'est moins, on perd un peu en termes de recherche sémantique, mais on gagne en termes de calcul. Donc du coup, il y a un trade-off. Voilà, j'ai un petit corpus, c'est pas la peine de prendre une dimension 1576, alors que je peux prendre une dimension 786 par exemple pour embedder mes documents. Donc voilà un peu ce que je voulais vous partager sur toute cette partie d'embedding. Je vais juste vérifier une dernière fois que j'ai mes datas, sinon mon RAG va planter. OK. Et puis voilà, on va aller très vite. On va laisser ça. On va venir au niveau du RAG. Voilà, notre RAG est simple. Notre RAG est naïf. Naïf pourquoi? Parce qu'il prend une question, il récupère la connaissance, il augmente, il envoie au LLM, il prend la réponse. C'est naïf, il n'y a rien de complexe. Donc c'est très simple. On a déjà notre vecteur store, on connaît, on sait comment l'injecter, il est pris par défaut. On a notre chat client builder. Et là, la première étape, on fait une recherche sémantique au niveau de la base de données. Similarity search, voilà, on lui donne la question, comme c'est fait dans le schéma, qui va être embêté. Et là, on lui donne un seuil de similarité. Donc, quand c'est 0.7, c'est un peu plus précis. Mais pour le RAG, c'est conseillé de le mettre à 0. Comme ça, au moins, on est sûr qu'il
qu'il ne soit pas trop créatif, qu'il ne va pas trop chercher des informations à gauche et à droite. À ce niveau-là, on accepte qu'il soit bête parce qu'on lui a fourni une. Et là, on a notre top K. Le top K, c'est juste le nombre de chunks qu'on doit retourner. Ça aussi, il faut savoir parce que si je retourne 10 chunks, le contexte sera énorme. C'est beaucoup de tokens. Parfois, l'information sera diluée au niveau du prompt. Je peux induire mon LLM en erreur. Donc là, pour mon petit corpus ici, qui n'est pas trop énorme, je prends juste 2 top K. Et là, j'ai voulu faire des choses un peu plus simples pour montrer un peu le support du prompting avec Spring AI. Il supporte très bien la composition des prompts via l'interface prompt template. Okay. Donc là, je crée un système prompt qui est un prompt système qui identifie, qui donne une identité à notre LLM. Et là, dans le prompt système, je lui fournis la question et le contexte. C'est du Java. Et je crée un user message, donc le message type utilisateur. Et là, je construis mon prompt avec un system message et un user message. Comme ça, il aura son prompt système et le message utilisateur. Et après, au début, le prompt, vous voyez que il est surchargé. Il peut prendre une chaîne de caractères. Comme ça, par défaut, il le considère comme un user message. Il peut prendre un prompt. Comme ça, il compose le système et le message. Et là, derrière, Spring AI s'occupe de tout pour formaliser la requête à envoyer au niveau du LLM. Et là, on a notre content. J'ai juste, je ne sais pas si j'ai préparé des questions, mais je vais démarrer ça. Naïve Rag. Après, le reste, c'est simple, hein, c'est juste, voilà, je vais démarrer. On va le tester. Et là, vous rappelez que notre mémoire, ici, notre chat client qui communique avec le LLM n'a pas de mémoire. Donc, pour ajouter la mémoire, c'est très simple. On crée notre chat memory et on l'ajoute. OK, ça c'est le chat. C'est pratiquement la même chose. Pour être sûr qu'il va aller dans notre RAG, on va lui demander quelque chose qu'il pourra trouver nulle part. Euh, je vais dire, je vais faire ça. Est-ce que... Ah, c'est slash... Ah, ok. Merci. Voilà. Slash raga naïve. Ok. Et là, on va essayer de regarder ici pour voir ce qui se passe. Bon, là, on voit rien. Euh, on va essayer d'activer les logs. Il est un peu long. Ah, il m'a répondu. Voilà. Donc, la ratatouille provinciale, donc on va voir il est vraiment venu chercher les informations au niveau du RAG. Est un ragoût. Voilà. Légumes à base. OK. Voilà. Là, au moins, ça m'évite le bruit qu'il aille chercher sur Wikipédia et tout ça. Là, au moins, je suis sûr que il s'est basé sur les connaissances que j'ai fournies. Il a tapé au niveau de ma base de données. Donc là, j'aime pas trop le bruit, mais je suis obligé. Donc là,
au niveau de mon chat client, ah, il est où? Voilà, il est là. Je veux afficher les logs. Requête, réponse. OK. Ah, Spring me fournit. Il me fournit un advisor. Simple Logger Advisor. Il me fournit ça. Et ce Simple Logger Advisor est très simple. Son travail, c'est de débugger. Ce qui veut dire, donc, si je n'ai pas envie d'utiliser le Simple Advisor, je crée mon advisor à moi et je personnalise mes logs. C'est juste pour vous montrer l'intérêt de mettre en place les advisors de Spring AI. OK? Donc, après le RAG, on a plusieurs variantes des RAG. Donc là, on a vu notre RAG naïf qui est très simple. On a le Advanced RAG. OK? Et puis on a un RAG modulaire. Donc le Advanced RAG, en fait, c'est juste ajouter des briques avant le retrieval, après, et aussi même après la génération. Donc parmi les briques, ici, on a le pré-retrieval, post-retrieval, et ici, après la génération, on peut aussi ajouter une brique ici, par exemple, de guardrails pour essayer de modérer ou évaluer la réponse. Donc pour ça, je vais aller très vite. Spring AI nous fournit un module qui est très bien, qui s'appelle Spring AI RAG. Et dans ce module-là, je vais juste vous montrer le module. Voilà. Donc ici, on va ajouter cette dépendance Spring AI. Donc ce qu'il nous fournit, c'est une implémentation complète. Donc il nous fournit, on parle toujours des advisors. Parce que lorsque la requête, avant que la requête arrive au LLM, il le récupère. Et là, on a on peut capturer la question de l'utilisateur, réécrire la question de l'utilisateur, ok, pour que ça soit un peu plus clair, pour ne pas, pour avoir un peu plus de chance au niveau du retriever, ok. Donc Spring AI fournit des query transformers où on peut réécrire la réponse, la question de l'utilisateur, et ça automatiquement c'est fait. Donc on lui donne un query transformer, on lui donne un chat client, et par défaut Spring AI fournit des templates de prompt, et bon on peut aussi customiser, et on lui donne un document retriever. Donc lui derrière l'advisor il fait tout, il réécrit, il appelle le vector store et puis il balance. Et on a aussi le query expansion. Donc là, c'est une technique qui est beaucoup utilisée où j'ai une question. Avant le retriever, je génère au moins 2 variantes de cette question-là. Ok, je reformule la question. Je les reformule et j'essaie de récupérer des chunks avec ces deux-là. Toujours pour augmenter un peu les chances pour avoir un retriever assez pertinent. Et on a aussi la compression. C'est aussi un query transformer où on peut récupérer les chunks, mais après en faire un résumé compréhensible avant d'envoyer au niveau du LLM. Donc il y a pas mal de cas que vous pouvez faire avec des advisors, un peu comme si vous utilisez Claude Code. Vous voyez Claude Code, souvent il dit voilà, il est en train de compresser l'historique de vos échanges parce qu'il a atteint une limite
Au niveau de la conversation, il dit, bon, c'est trop, je vais compresser pour ne pas polluer la conversation. Oui. Oui, en fait, le retriever, on a besoin du LLM juste pour encoder la question afin de faire une recherche de similarité dans la base de données vectorielle. Oui, donc je répète, la question c'était de savoir si le retriever utilisait d'autres modèles LLM. Donc, je me redis un peu, c'est que le retriever, en fait, c'est la partie qui permet de récupérer les informations au niveau d'une base de données vectorielle, donc de faire de la récupération. Et pour faire cette récupération, on fait une recherche sémantique. Pour faire une recherche sémantique, on doit encoder la question parce que les données vectorielles qui sont en base ont été encodées en utilisant un modèle LLM. Donc, il faut aussi encoder la même question, la question avec le même modèle pour une recherche parfaite. Sinon, la base de données va dire, voilà, tu m'envoies un espace vectoriel que moi je ne connais pas en fait. OK? Donc ça ouvre pas mal de possibilités, les advisors. OK? Je parlais tout à l'heure de compression de anthropique. Vous pouvez mettre en place un advisor. À chaque fois qu'il y a une requête, il récupère la mémoire, il calcule. S'il atteint 65 messages, bah, ce n'est pas la peine de tout renvoyer. Je compacte. Et pour compacter, tu fais un résumé. Et pour faire un résumé, tu appelles un LLM. Tu dis résume-moi ces 120 messages. Il te fait un petit résumé. Et tu sauvegardes le résumé en base. La prochaine fois, tu récupères juste le résumé et tu envoies. Voilà, donc il y a pas mal de cas. Et on avance. Les tools et les fonctions de calling. Ici, on a une capacité de LLM, le function calling. En fait, le function calling, ça permet au LLM de pouvoir décider, ok, de dire voilà, euh, je veux que tu puisses utiliser ou exécuter ou voilà, exécuter cette fonction pour pouvoir me donner du contenu. Et les tools, en fait, ce sont des fonctions que le développeur expose au LLM. Question? Ok, donc c'est très simple. Comment est-ce que ça fonctionne, les tools et le function calling entre votre code et le LLM? Donc, la première étape, euh, il y a la question qui est envoyée au niveau du LLM. Pas seulement la question, mais aussi un contrat bien défini des outils que le LLM peut utiliser pour pouvoir augmenter sa connaissance, hein, interagir avec son environnement, avec une base de données, avec une API et tout ça. Et ce contrat, il est assez simple. Donc, il faut un nom à un tools, une description, ok, et puis les types de paramètres. Tu ne dis pas au LLM comment ton code Java, comment ta fonction fonctionne. Non, tu dis ma fonction s'appelle euh, getTime, description, ça permet de récupérer le temps. Les paramètres, tu envoies la zone géographique et tout ça. Ça dépend. Ou il n'y a pas de paramètres. Et si le LLM n'est pas à jour, il dit j'ai besoin de l'heure. Ah, j'ai un outil. Il dit au développeur, au code, appelle-moi cet outil. Je suis en Afrique. C'est pour zone ID. Et il a l'heure qu'il faut. Donc voilà, première étape. On envoie la question avec une liste des outils. Le LLM comprend la question, détecte l'intention, il se rend compte qu'il a besoin d'interagir avec l'environnement pour récupérer une information spécifique. En retour, il envoie juste le nom de l'outil qu'il veut, parce qu'il a besoin du temps, et le code capture cette réponse. Avec Spring AI, vous voyez, il y a des callbacks et autres. Et derrière, le code
exécute, dans notre cas via réflexion, parce que les bins sont enregistrés, il exécute la méthode et il récupère le contenu de la méthode et il renvoie la réponse au niveau du LLM. Bien sûr, quand il renvoie la réponse au niveau du LLM, il envoie tout et ce qui s'est passé et ce qu'il a envoyé ici au début. Et le LLM a le contexte et il répond à l'utilisateur. Donc, avant de voir le code une bonne fois, voilà un schéma assez simple. Donc, il pose la question, il interroge le LLM analyse la question, il demande l'exécution d'une fonction. L'assistant virtuel, donc au niveau du code, analyse la réponse et il exécute la fonction s'exécute, la fonction retourne le résultat, pas au LLM, mais au code, et le code renvoie le résultat au niveau du LLM. Le LLM analyse le résultat et à la fin, il génère la réponse. Ce n'est pas en une fois. Le LLM peut aussi, pour cette deuxième étape, redemander l'exécution d'une autre fonction parce qu'il a besoin. En fait, là, on va vers de l'agentix. Donc, il est en train d'interagir avec son environnement parce qu'il a besoin de plus d'informations pour avancer. OK? On va voir du code avant d'aller voir nos agents. Après, on termine. Tools. Donc, pour les tools, on n'ajoute rien de spécifique. Hein. Voilà, c'est pris nativement. Et Spring AI vous permet de définir les tools sous forme de méthode. On a notre classe Java, on a une méthode classique qui retourne une chaîne de caractères et on a une annotation tools dans la description. Par défaut, il va prendre le nom de la méthode comme le nom du tools, mais vous pouvez définir un nom de manière spécifique. En ajoutant name. Donc si vous ne définissez pas, il va prendre le nom de la méthode. Donc ça, ce sont des tools sous forme de méthode. Mais il permet aussi de définir les tools sous forme de fonctions. Donc il supporte des fonctions, il supporte tout ce qui est interface fonctionnelle, donc les suppliers, les consumers, les bfunctions, il peut tout retourner. Pourquoi c'est avantageux? Là, on a tools request, donc c'est la requête, et la réponse. Là, la requête, on capture ce que le LLM envoie comme paramètre, on traite, et là, on a la réponse qu'on doit renvoyer au LLM. Donc, on a une fonction. Et on peut aussi avoir une bfunction. Et là, cette fois-ci, on a non seulement le tool request, on a aussi ce qu'on appelle par le tool context. Donc ici, on va ajouter CTX. OK. Le tool context. Donc là, c'est, par exemple, on n'a pas besoin d'envoyer l'ID utilisateur au niveau du LLM. On n'a pas besoin d'envoyer l'adresse email qu'on a récupérée du DWT au niveau du LLM. Mais on a besoin de cette information au niveau des tools pour pouvoir faire des requêtes dans la base de données, récupérer les informations liées à l'utilisateur. Donc, le tools context permet de partager ces informations entre les outils sans pourtant envoyer ça au LLM. Donc, c'est une map. Et ici, je peux par exemple récupérer var user ID égale, j'ai mon contexte, et je récupère get. Je sais que voilà, c'est le user ID que j'ai défini, je le récupère. OK, et ça, je peux faire des requêtes en base de données pour récupérer l'utilisateur et autres. Donc, c'est très simple. On peut utiliser les fonctions ou on peut utiliser les méthodes. Donc là, la fonction sera annotée bin pour l'enregistrer dans le contexte Spring. Comme ça, lorsqu'on va envoyer son nom, via réflexion, on va exécuter ce bin. Donc, on va exécuter la fonction. Et la notation de description, ce sont les annotations de Spring pour décrire. Et les paramètres, ici, on peut aussi décrire les paramètres en utilisant les annotations de Jackson ou en utilisant les annotations de tools param et autres. Après, c'est assez simple.
Et là, c'est très simple. Au niveau de notre set client, on lui donne des tool names, on lui donne les noms des tools. Lorsque ce sont des functions as et tools, on lui donne les noms des tools. Et on lui donne des objets lorsque ce sont des tools qui sont définis dans des classes. Par exemple, dans cette classe-là, on peut avoir autant de tools qu'on veut. OK? Donc, je vais juste exécuter ça pour voir comment ça fonctionne. Donc là, les tools ici, je vais lui demander la version de Java. Je pense que la version de Java ici. Méthode, voilà. Je vais demander la version de Java. Donc là, c'est très simple. La version de Java actuelle est 25.01. Donc là, je lui dis, donne-moi la version de Java. Si je pose la question à ChatGPT, il va aller faire les recherches sur Internet. Or là, je parle de la version de Java qui est sur mon PC. Donc du coup, il a utilisé un tools ici. C'est le tools. Vous voyez que j'ai combiné les tools as et function et les tools as et méthode. Les deux, Spring AI les gère. OK? Donc là, il est venu, voilà, il a appelé ce tools-là, et je peux voir ici, vous allez remarquer qu'il a appelé ces tools. Donc voilà, donc il m'a fait la demande, et mon code a appelé la méthode, et la méthode a récupéré et a renvoyé la réponse au niveau du LLM. Donc ce n'est pas de la magie. Ce qui veut dire qu'on peut agir à ce niveau-là, on peut agir à ce niveau-là, en termes de sécurité, pour interdire cette exécution ou récupérer le contexte de l'utilisateur qui est connecté via Spring Security pour voir s'il a le droit d'exécuter ça. OK. Et en passant, j'ai implémenté ça il y a 1 année et demie. J'aime bien. Spring Security basique pour sécuriser des tools en utilisant les annotations de pré-autorisation. Donc, si tu es admin, on va le tester en termes de sécurité. Non, un instant. Je pense que j'avais des questions quelque part. Bon. Je vais dire admin password. Qu'est-ce que j'ai fait là? Attendez. Bah, je l'ai perdu. Je sais pas où est-ce que je l'avais noté quelque part ici. Bon, c'est pas grave, on pourra tester autre chose. Je sais pas pourquoi est-ce qu'il n'a pas pris ça, mais bon. Ok, c'est pas grave. Mais le principe, il est simple. Non, voilà. On va parler des agents. Des agents IA. Pour terminer. Euh, je sais que sur Internet, on parle beaucoup des agents.
ok, comme étant voilà, des entités autonomes voilà, qui peuvent s'exécuter ils ont des outils, ils comprennent l'environnement, ils peuvent passer beaucoup de temps à s'exécuter pendant longtemps en toute autonomie et autres. Mais retenez juste une chose que un agent, c'est juste un LLM qui devient intelligent. Bon, on dit que le LLM est intelligent, mais non, il devient un peu plus intelligent parce qu'on lui fournit les outils. Aujourd'hui, le concept a tellement évolué qu'on parle de skills. On parle de skills et les skills, c'est tout simplement euh, une définition spécifique d'un métier couplée à une liste des tools. OK? Donc ici, j'ai un exemple d'orchestration d'agents dans la vraie vie parce que à un moment, on doit faire des choses dans la vraie vie pour voilà. Donc là, j'ai un workflow, je vais l'exécuter. Voilà, j'ai défini ce workflow très simple. Ce workflow n'est pas agentique. Bon, je l'ai rendu un peu agentique, je vais vous dire pourquoi. Donc, j'envoie une requête et je fais appel à plusieurs LLM. Ils vont aller chercher les informations et à la fin, j'agrège et je donne la réponse. Bon, après, moi, je n'ai pas donné la réponse directement, j'ai encore évalué cette réponse. Mais il y a plusieurs patterns agentiques qui existent qui permettent de router au niveau des LLM, paralléliser, voilà, il y en a plein. OK? Donc, ici, qu'est-ce qui se passe? On va aller dans le code. Première des choses, je me suis représenté un agent. Je me suis représenté un agent par rapport aux besoins. Pour moi, je vais lui donner un nom, une instruction système, une liste des outils pour le rendre un peu plus costaud, pour qu'il puisse regarder son environnement, chercher les informations et tout ça. Et ce qui le caractérise vraiment, la capacité de raisonner, un LLM. C'est comme ça que je me suis représenté mon agent. Et après, j'ai mis en place un agent registré. Après, ça dépend. Vous pouvez le coder comme vous voulez. Au démarrage, il enregistre les agents et tout ça. Donc, qu'est-ce que je fais? Je définis un template des agents. J'utilise un pattern que j'aime beaucoup qui est le Flyway. OK. Où je définis les templates de mes agents, où je donne voilà, les noms et autres. En fait, le principe de cette démo, c'est un système que j'ai voulu coder pour aider un utilisateur à la rédaction d'un projet. C'est-à-dire, il donne la description de son projet et il y a plusieurs agents qui vont travailler. Il y a un agent qui va trouver un titre, un nom à son projet. Il y a un agent qui va aller chercher la description, lui proposer une description. Il y a un autre agent qui va aller lui définir le contexte de son projet par rapport à son pays et tout ça. Et à la fin, il va lui, voilà ce que j'ai trouvé et puis voilà l'évaluation. Donc, du coup, ici, j'initialise mes agents. OK, donc j'ai un agent que j'appelle Project Namer. C'est lui qui est spécialisé d'analyser la description du projet pour proposer un nom. Et cet agent n'est pas vraiment agentique parce que voilà, il n'a pas d'outils. Donc voilà, c'est juste sa mémoire et autres. Donc il reçoit la description du projet et puis il travaille avec un petit prompt simple. Et je lui fixe un max token. Ok, donc le contenu texte qui va me renvoyer doit contenir maximum 800 tokens. 800 tokens, ça peut faire, je sais pas, 700, 800, 1000 mots, comme ça. Et j'ai un agent summary qui va faire voilà, tout ce qui est
petit résumé du projet. Par contre, cet agent, je le rends un peu agentix. Je lui dis, ah, si tu as besoin du pays de l'utilisateur, utilise cet outil-là pour aller chercher son pays. OK? Et j'ai le tout dernier, alors que j'utilise, je n'ai pas utilisé tout le monde, c'est le project context. Lui, il essaie un peu de donner un contexte au projet autre. Lui aussi, je lui donne un agent, deux outils. Le temps, parce qu'il doit utiliser une temporalité pour pouvoir définir le contexte du projet et tout ça, et puis le pays. Et après, bon, ça, ce sont des classes utilitaires, hein, le résultat, name, result et tout ça. Et enfin, j'ai toute la génération qui va être produite, qui va me retourner logiquement un feedback de l'IA, les sections du contenu, et puis je l'ai aussi demandé de me renvoyer la qualité de ce qu'il a produit. Donc, ces sont les outils. J'ai juste des outils ici. J'ai utilisé les outils fonctions, très simple. Et là, j'ai un workflow. Ici, j'ai un workflow très simple. J'ai les métadatas qui sont envoyés. Ça veut dire que je peux envoyer autant de métadatas que je veux, mais pour l'instant, j'ai envoyé juste la description du projet. Et là, au début, j'ai utilisé un pool de threads pour traiter ça. Après, c'est un vieux code que j'avais écrit, hein, cette parallélisation. Après, je me suis dit, ah, je vais tester les virtual threads. Sachez une chose, que les agents ne sont pas CPU intensifs. Sauf si un agent s'amuse à aller voilà, récupérer les fichiers à gauche, traiter des gros documents, extraire et tout ça. Non. Logiquement, les agents, qu'est-ce qu'ils font? Ils attendent des réponses. Ils sont IO intensifs, ils attendent. Ils ont envoyé une requête, ils attendent. Ok. Donc on peut bien les monter sur du virtual thread et tout ça, on n'a pas de souci. Maintenant, sauf si on a des agents qui font du CPU intensif, ok, on peut les séparer. On parallélise, on monte autant d'agents qu'on veut avec du virtuel, et puis on prend les pools de thread pour tous ceux qui font du CPU. Donc là, c'est très simple. Voilà, j'ai mon exécuteur. Et là, pour chaque agent, je récupère son système instruction, je récupère l'information du message, le message utilisateur, je récupère les outils et je construis mon chat client pour faire la requête vers le LLM. Je donne les outils, je donne le système et le user et je récupère le contenu. Et j'ai le résultat. Ici, agent name résultat. Je pouvais aussi utiliser une sortie structurée en lui envoyant une entité Java. Ok, un Pojo, autant pour moi, agent résulte, automatiquement, il devait me fournir un objet agent résulte. Et une fois que je construis ça, voilà, j'exécute et j'attends à la fin que j'ai toute la réponse, que tous les agents puissent exécuter, qu'ils terminent et qu'ils m'en renvoient le résultat. Donc, une fois que c'est bon, là, j'ai mon demo service. Qu'est-ce qu'il fait? C'est très simple. Je définis les agents que je dois enregistrer. Je les enregistre. J'envoie les métadatas et j'exécute mon workflow. Mon workflow s'exécute, j'ai la réponse et à la fin, avant de renvoyer la réponse, je fais une évaluation. L'évaluation ici, je récupère, j'appelle encore LLM, il combine le système, il fait une évaluation et là, je ne retourne pas un contenu string, je retourne l'entité. Et là, je recoule une map. Et dans la map, je peux récupérer les feedbacks et je récupère les informations que j'ai besoin, la clarté, la complétude, la pertinence et autres. Donc avec ça, Spring AI vous permet de pouvoir configurer vos Pojo. Donc je vais exécuter, voilà, agent started, ok.
c'est bon. Bon, vous avez vu un petit message ici qui a spoilé où je lui ai dit que je voulais vendre du poulet. Bah, c'est ce que je vais lui demander. Je lui ai dit que je veux vendre du poulet. Je vais voir ce qu'il va me dire. Donc, je veux vendre du poulet. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir que il a exécuté cet agent qui va utiliser l'outil getCountry pour récupérer le pays pour cet agent. Après, il va exécuter, là c'est la réponse, bon, ça c'est les trucs que j'affiche. Il exécute l'agent project contextualizer. Et après, le projet name a fini. Il a dit, ah ça c'est quel nom ça? C'est le nom qu'il m'a proposé. Et là, celui qui fait le résumé m'a fait le résumé. Et là, celui de l'analyse m'a retourné tout ça. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Mais bon, on va regarder le résultat final. Et puis là, j'ai trois agents qui ont été exécutés. Et là, voilà, la qualité, clarté 85, pertinence et tout ça. Bon, après, j'ai pas sélectionné des modèles hein, pour faire les évaluations et autres. Donc, voilà ce qui m'a généré ici poulet, le nom du projet. Il m'a envoyé le résumé. Et là, je pense que l'analyse, il s'est un peu gouré. Il a envoyé identité de projet, il a envoyé un format assez bizarre, je ne l'ai pas demandé. C'est ça, hein, les LLM, il faut les encadrer. Et voilà un peu ce que je voulais montrer au niveau Agentix. S'il n'y a pas de questions, je vais juste dire un mot pour terminer sur les MCP. Juste un mot. Spring AI fournit une approche assez simple pour concevoir d'abord les serveurs MCP qui vont exposer les outils, les prompts et les ressources. Je vais juste vous montrer du code parce que là, pour terminer, voilà. Donc le serveur MCP, c'est très simple. Spring vous fournit cette dépendance pour concevoir les serveurs MCP. Donc un serveur MCP, il faut le configurer. OK? Là, il est simple hein, parce qu'il expose juste les outils. Il peut aussi exposer des templates, des prompts et tout ça. Là, il expose juste des outils. Et l'outil qu'il expose, voilà, il expose un outil RAG, parce qu'après, derrière, il va aller faire du RAG. C'est une démo que j'avais préparée, mais je pense qu'on ne va pas le faire. Parce que l'objectif, c'était de poser une question pour qu'il puisse me construire un projet Java en respectant la spec qui est là. Et cette spec-là est enregistrée dans une base de données vectorielle. Bah, je ne l'ai pas exécuté. Il est exécuté dans une base de données vectorielle et comme ça, le système est un peu plus agentique. Il sait que, bon, voilà, avant de créer le projet, j'ai des outils MCP, je vais aller chercher la spec, je récupère la spec, je lis la spec, tac, tac, tac. Après, je crée le projet. Une fois qu'il crée le projet, et c'est le client MCP host qui est configuré ici avec la config qui utilise le MCP de GitHub à la fin pour pouvoir me créer mon repo sur GitHub. Donc là, c'est très simple. La configuration se fait au niveau YAML, où je lui dis que j'utilise le protocole STDIO, sachant qu'on peut faire du streamable ou du SSE. Je pense que ça a été retiré, mais bon, voilà, les gens continuent à faire du SSE. OK. Et là, la configuration, c'est un peu générique, hein, parce que Claude, je pense que Claude Codex utilise cette config avec MCP Server Config et les autres modèles utilisent, par exemple, Copilot, j'ai vu, ils ne configurent pas comme ça ces serveurs MCP. La configuration est autre. OK? Et là, c'est très simple. Donc là, vous êtes un assistant de projet. Euh, voilà, donc là, je ne sais pas s'il va, parce que j'ai... Attendez, je vais un peu retirer ce serveur MCP là.
je vais juste démarrer ça. Logiquement, il doit me créer un projet. J'ai retiré ce serveur MCP parce que non, non, logiquement, voilà, c'est le chat. Je vais juste lui demander de créer ça. On va voir ce qu'il va me faire. Création d'un projet Java Maven. Logiquement, il doit contacter le MCP. Bon, là, au démarrage, on pouvait remarquer que mon client s'est bien connecté avec le serveur MCP de GitHub. Il s'est bien connecté avec le serveur MCP de GitHub, vous pouvez le voir. Et puis, il a demandé à GitHub de le renvoyer tout ce qu'il gère. C'est du JSON RPC. Et GitHub lui a dit, bon, voilà, je fais un ping pour voir si je me connecte. Je te demande, GitHub le renvoie à la liste des outils qu'il dispose et les ressources. Vous pouvez voir, j'ai pas mal d'outils ici que GitHub me renvoie, GitHub Server. Et une fois que c'est bon, Spring AI a tous ces outils-là. Et à la fin, il me dit, voilà, il me dit, pour créer un projet Java avec Maven, vous pouvez suivre, tac, 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 tac. Euh, je vais dire sur GitHub. Après, le modèle que j'utilise, il n'est pas assez. Et ça compte aussi, hein, le modèle LLM que vous utilisez pour les systèmes agentiques doit être très fort côté raisonnement. OK? Voilà. Donc là, je l'ai précisé. Vous voyez qu'il m'a créé un projet sur. Voilà. Le projet Java Maven a été créé avec succès sur GitHub. Vous pouvez donc. Ça veut dire qu'il a utilisé le MCP que j'ai configuré pour aller me créer. Euh, voilà, il est venu créer ce projet Java sur mon GitHub. Tout ça parce que je l'ai remis une clé et tout ça. OK? Donc, voilà un peu. Je pense que j'ai terminé ce que j'avais à vous présenter techniquement, sans pourtant regarder tous les aspects LLM. C'est pour voir un peu comment est-ce qu'on pouvait intégrer tout ça dans une application et puis comment euh, l'utiliser dans des cas d'usage dans la vraie vie, hein, dans du vrai code. Pas seulement faire du chatbot, mais utiliser des fonctionnalités assez réalistes au niveau de nos applications Java. Voilà.